Au milieu d'une photo de groupe lors de la fête d'anniversaire de ma femme, elle a ricané. Sors du cadre. Ta tête gâche toute l'esthétique. Je suis sorti du champ et j'ai continué à marcher. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti sans un regard en arrière. Plus tard dans la soirée, une de ses amies m'a envoyé un message. Elle pleure encore. Mais ce que ma femme ne savait pas, c'est que je planifiais mon départ depuis des mois. Et ce qui s'est passé ensuite a complètement détruit la vie parfaite qu'elle pensait avoir bâtie. Je m'appelle Adrien Renard. J'ai 43 ans et, jusqu'à il y a 8 mois, je pensais avoir un mariage décent. Pas parfait, mais décent. Je dirige un cabinet de conseil en immobilier d'entreprise prospère à Lyon, le genre d'entreprise qui exige de longues heures et une attention constante aux détails. Ma femme, Élodie, à 38 ans, elle est directrice de création dans une agence de communication de type boutique et a toujours été obsédée par les apparences. Comment les choses paraissaient, comment nous paraissions, l'image que notre vie renvoyait à tous ceux qui nous regardaient. Nous étions mariés depuis 13 ans, sans enfants par choix. Élodie disait que des enfants interféreraient avec sa trajectoire de carrière. Et honnêtement, j'étais soulagé. J'avais vu assez d'amis piégés dans des mariages misérables, restant ensemble uniquement pour les petits. Au moins, Élodie et moi avions la liberté de partir si les choses tournaient mal. Je n'avais simplement jamais imaginé à quel point elles allaient dégénérer. La fête d'anniversaire se déroulait au Céleste, ce restaurant gastronomique branché avec vue panoramique sur la ville, où les cocktails coûtent 18 et où les portions sont conçues pour Instagram plutôt que pour la consommation humaine réelle. Élodie l'organisait depuis des semaines, obsédée par chaque détail. La liste des invités, la décoration, le photographe qu'elle avait engagé pour capturer des moments volés qui auraient l'air spontanés sur les réseaux sociaux. J'avais proposé mon aide pour l'organisation, mais Élodie m'avait écarté à chaque fois. « Contente-toi d'être là et de ne pas me faire honte », avait été sa phrase exacte. Cela aurait dû être mon premier avertissement que cette soirée ne se terminerait pas bien. La fête commençait à 19h. Je suis arrivé à 18h45, portant le costume bleu marine qu'Élodie avait choisi pour moi la semaine précédente. Elle m'avait fait essayer 4 options différentes, critiquant chacune d'elles comme si elle jugeait un défilé de mode plutôt que d'aider son mari à s'habiller pour son propre anniversaire. Quand je suis entré, Élodie m'a à peine remarqué. Elle était trop occupée à diriger son photographe, un damin d'une vingtaine d'années nommé Théo, qui n'arrêtait pas de l'appeler Hello comme s'ils étaient de vieux amis. Elle s'était positionnée près de la baie vitrée, là où les lumières de Lyon créaient la toile de fond parfaite. Sa robe bordeaux accrochait les rayons de l'or doré, alors que le soleil commençait tout juste à se coucher sur la colline de Fourvière. « Ah Adrien, tu es là », a-t-elle dit quand elle m'a enfin remarqué, dans ton plat. « Essaie de te mêler aux autres. Ne reste pas avec ton air gauche. » J'ai pris un verre au bar et j'ai discuté avec des gens que je connaissais à peine. Les collègues d'Élodie, dont la plupart me traitaient comme un meuble. Un meuble coûteux qui s'accordait au décor mais ne servait à rien de concret. Sa meilleure amie, Léa, m'a adressé un sourire compatissant en me voyant seul près du buffet de canapé. « Comment ça va » a-t-elle demandé doucement. « Très bien, ai-je menti. J'essaie juste de ne pas encombrer le passage. » L'expression de Léa suggérait qu'elle en savait plus qu'elle ne le disait. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la voix d'Élodie a couvert la musique d'ambiance. « Tout le monde, c'est l'heure de la photo de groupe. » a-t-elle annoncé en faisant signe aux invités de rejoindre l'endroit désigné. Théo va prendre la photo avant que la lumière ne change. Je me suis dirigé naturellement vers le groupe, me plaçant sur le bord, comme je le faisais d'habitude lors de ces événements. Élodie maintenait une esthétique bien précise sur ses réseaux. Épurée, polie, ambitieuse. J'avais appris au fil des ans que mon rôle dans son récit visuel était minimal, présent, mais pas saillant. Mais apparemment, ce soir-là, même une présence minimale était de trop. « Adrien, qu'est-ce ce que tu fais » a demandé Élodie, la voix cinglante d'irritation. Je l'ai regardé, confus. « Je me mets sur la photo. »« Sors du car », a-t-elle dit, sans même essayer de baisser la voix. « Ta tête gâche toute l'esthétique. » Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Autour de nous, les conversations se sont tues. Les gens qui riaient quelques secondes plus tôt sont restés silencieux. Même Théo a baissé son appareil, visiblement mal à l'aise face à ce qu'il venait d'entendre. Je suis resté planté là, peut-être 3 secondes,
à assimiler ce qu'elle venait de dire. Puis, quelque chose en moi a cliqué. Ce n'était ni de la colère, ni de la douleur, juste de la clarté. Une clarté pure et cristalline sur ce qu'était devenu mon mariage. Je suis sorti du champ et j'ai continué à marcher, passant devant le groupe de personnes qui chuchotaient maintenant en échangeant des regards gênés. Je suis passé devant le bar où j'avais laissé mon verre, devant Léa, qui a tendu la main vers moi sans dire un mot. Je suis allé directement à l'ascenseur. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que j'atteigne ma voiture. SMS après SMS, appel après appel. J'ai tout ignoré. J'ai démarré le moteur, je suis sorti du parking et j'ai roulé. Pas vers la maison. Je ne pouvais pas retourner dans l'appartement que je partageais avec Élodie depuis 13 ans. Pas ce soir. Au lieu de cela, je suis allé à mon bureau, je suis entré avec mon badge et je me suis assis dans le noir, fixant les lumières de la ville à travers les baies vitrées. Vers minuit, mon téléphone a vibré. Un message de Léa. Elle pleure encore. Elle dit qu'elle ne voulait pas dire ça comme ça. Tu devrais l'appeler. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Puis, j'ai bloqué le numéro d'Élodie et je me suis remis à observer les lumières de Lyon. Ce que Léa, Élodie et tous les invités de cette fête ignoraient, c'est que je planifiais mon départ depuis 8 mois. Depuis que j'avais découvert que l'obsession de ma femme pour la perfection esthétique s'étendait bien au-delà des filtres Instagram et de l'organisation des anniversaires. 8 mois avant cette soirée, j'étais rentré plus tôt d'un voyage d'affaires. Mon rendez-vous à Marseille avait été annulé au dernier moment. Ainsi, au lieu de passer la nuit sur place, j'avais pris un TGV plus tôt et j'étais de retour à Lyon vers 20h un jeudi. L'appartement était sombre quand je suis arrivé, ce qui était étrange car la voiture d'Élodie était au garage. Je suis entré discrètement, pensant qu'elle s'était peut-être couchée tôt avec une migraine, ce qu'elle faisait parfois quand le stress au travail devenait trop intense. Mais Élodie n'était pas au lit. Elle était dans mon bureau, assise à ma table, en train de fouiller dans mes fichiers informatiques. « Qu'est-ce que tu fais » ai-je demandé depuis le seuil de la porte. Elle a sursauté, littéralement, portant la main à sa poitrine. « Mon Dieu, Adrien, tu m'as fait peur. Je suis sur ton ordinateur, j'avais besoin de vérifier quelque chose pour le boulot. Mon portable est déchargé et je ne trouvais pas mon chargeur. » Elle fermait déjà les fenêtres, agissant trop vite, ses explications semblant trop répétées. Je me suis avancé dans la pièce. « Que cherchais-tu exactement ?»« Juste un fichier pour une présentation client », a-t-elle répondu en se levant et en lissant sa robe. « Quand es-tu rentré ?»« Il y a 2 minutes. » Je me suis assis à mon bureau et j'ai ouvert les fichiers récents. Elle avait consulté mes relevés bancaires, spécifiquement mes comptes personnels que je gardais séparés de notre compte joint. « Élodie, pourquoi regardais-tu mes relevés ?» Son expression est passée de la nervosité à la défensive. « Parce que tu me caches de l'argent. » Je l'ai fixé. J'ai un compte personnel. J'en ai toujours eu un. Toi aussi. Ce n'est pas cacher de l'argent, c'est maintenir une indépendance financière comme nous l'avions convenu lors de notre mariage. Tu as presque 400 000 sur ce compte, Adrien. 400 000. Et tu ne me l'as jamais dit ? Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. C'est donc de cela qu'il s'agit. Tu veux accéder à mes économies personnelles. Nous sommes mariés. Ce qui est à toi est à moi. Nous avons un contrat de mariage en régime de séparation de biens, Élodie. Les termes sont très clairs sur la propriété séparée. Elle a croisé les bras. Ce contrat a 13 ans. Les choses changent. Quelle chose ? J'envisage de monter ma propre agence de com. J'ai besoin de capital. Et voilà. Elle n'était pas inquiète pour notre mariage ou notre partenariat financier. C'était juste une transaction de plus dans la quête constante de statut et de succès d'Élodie. De combien as-tu besoin ? Ai-je demandé, sachant déjà que je ne lui donnerais pas un centime. De tout. J'ai besoin de la totalité pour me lancer correctement et rivaliser avec les grandes agences parisiennes. J'ai ri. J'ai ri pour de vrai. Tu veux que je te remette 400 000 que j'économise depuis 20 ans pour que tu puisses lancer une boîte. Je suis ta femme. Et je ne suis pas ta banque. Le visage d'Élodie s'est durci. Très bien, alors je l'obtiendrai d'une autre manière.
Elle a quitté la pièce et je suis resté là, digérant ce qui venait de se passer. Ma femme avait fouiné dans mes informations financières privées, prévoyait d'exiger de l'argent qui ne lui appartenait pas, et semblait sincèrement en colère parce que je ne le lui avais pas simplement donné. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire attention. Vraiment attention. Au cours des semaines suivantes, j'ai remarqué des choses que j'avais été trop occupé ou trop confiant pour voir auparavant. Le téléphone d'Élodie était toujours face contre table. Elle avait commencé à tout protéger par mot de passe, même son ordinateur qu'elle laissait autrefois ouvert sur le plan de travail de la cuisine. Elle avait des réunions tardives 3 ou 4 soirs par semaine, rentrant après 22 heures, sentant le vin onéreux et prétextant des clients difficiles. Mais la confirmation est venue de mon associé, Mac, qui connaissait Élodie depuis presque aussi longtemps que moi. « Adrien, je dois te dire quelque chose », m'a dit Marc un après-midi dans mon bureau. Il avait l'air mal à l'aise. « Je déteste être le porteur de mauvaises nouvelles, mais tu dois savoir. »« Qu'est-ce qu'il y a ?» ?»« J'ai vu Élodie mardi dernier au bistrot d'Abel. Elle dînait avec quelqu'un. C'était le genre d'endroit où on emmène quelqu'un que l'on veut impressionner ou quelqu'un avec qui l'on couche. Avec qui était-elle ? Marc a sorti son téléphone et m'a montré une photo. Élodie était assise dans un coin discret avec un homme que je ne reconnaissais pas. La quarantaine, costume sur mesure, le genre d'assurance que procure l'argent et le succès. Ils ne se touchaient pas, mais leur langage corporel était intime, penchés l'un vers l'autre. La main d'Élodie sur la table était assez proche de la sienne pour être soit fortuite, soit intentionnelle. Qui est-ce ? Benoît Morel, le PDG de Morel Digital. C'est l'une des plus grosses boîtes de marketing de la région. Tout s'est mis en place. Les réunions tardives, la nouvelle obsession pour son apparence, l'intérêt soudain pour mon argent. Élodie ne pensait pas seulement à créer son agence. Elle prévoyait de me quitter pour quelqu'un ayant plus d'argent, plus de statut, plus de potentiel esthétique. J'ai remercié Marc et j'ai passé le mois suivant à rassembler des preuves. Non pas pour me venger, mais pour me protéger. Je connaissais Élodie, je savais qu'elle essaierait de me faire passer pour le méchant, de construire un récit sur un mari négligent qui ne soutenait pas ses rêves. J'avais besoin de preuves sur ce qu'elle était réellement. J'ai engagé une détective privée, une femme nommée Valérie Dumas, spécialisée dans les affaires familiales. Valérie a été minutieuse. En 2 semaines, elle avait des photos d'Élodie rencontrant Benoît Morel dans des hôtels, des restaurants, son loft dans le quartier de la Confluence. Il ne cherchait même pas à se cacher. Il supposait simplement que j'étais trop stupide ou trop occupé pour m'en rendre compte. Le rapport de la détective a confirmé ce que je soupçonnais déjà. Élodie voyait Benoît depuis presque 6 mois. Ils s'étaient rencontrés lors d'une conférence sectorielle et avaient apparemment décidé qu'ils étaient des âmes sœurs ou quel que soit le terme utilisé pour justifier la destruction de son mariage. Benoît était en train de divorcer de sa seconde femme. Et selon les sources de Valérie, il avait promis à Élodie un poste de direction dans son agence une fois qu'elle serait libre. Mais voici le problème avec les gens comme Benoît Morel. Ils n'arrivent pas au sommet en étant gentils ou en tenant leurs promesses. Ils y arrivent en utilisant les gens et en les jetant quand ils ne sont plus utiles. J'ai gardé tout cela pour moi. J'ai continué à jouer le jeu de la vie conjugale normale tout en préparant l'inévitable. J'ai déplacé des fonds vers des comptes qu'Élodie ignorait. J'ai mis à jour mon testament. J'ai fait des copies de tous nos documents financiers et registres matrimoniaux. J'ai même commencé à chercher des appartements. La fête d'anniversaire devait être mon opportunité de sortie. J'avais prévu de rester pour le dîner, de faire acte de présence pour sa famille et ses amis, puis de lui dire calmement le lendemain que je voulais divorcer. Propre, simple, digne. Mais quand elle m'a dit de sortir de la photo, quand elle m'a humilié devant 50 personnes juste pour maintenir sa perfection esthétique, quelque chose a changé. J'ai réalisé que je ne lui devais aucune dignité, aucune conversation privée ou sortie élégante. Elle avait fait de notre mariage une performance publique. Je le terminerai de la même manière. Le lendemain matin, je me suis réveillé sur le canapé de mon bureau. J'avais la nuque raide, mon costume était froissé et mon téléphone affichait 73 appels manqués. La plupart venaient d'Élodie, certains de ses amis, quelques-uns de sa mère, dont j'avais toujours soupçonné qu'elle ne m'appréciait pas vraiment. J'ai tout ignoré et j'ai appelé mon avocat à la place. Maître, c'est Adrien Renard.
Je veux déposer une demande de divorce aujourd'hui. Mon avocat s'y attendait, nous en avions discuté 3 mois plus tôt. J'aurai les papiers prêts pour midi. Vous voulez que je lui signifie ou vous le faites vous-même? Faites-les livrer à son bureau à 14 heures. Assurez-vous que son assistante soit là pour en être témoin. Si Élodie voulait du mélodrame public, elle en aurait. J'ai passé la matinée à la salle de sport, puis je suis allé chez le coiffeur, j'ai acheté 3 nouveaux costumes et j'ai emménagé dans l'appartement meublé que j'avais loué 2 semaines auparavant via une SCI montée par mon avocat. Au moment où les papiers du divorce ont été remis au bureau d'Élodie, j'étais installé dans mon nouveau chez-moi avec un verre de cognac et aucun regret. Mon téléphone a explosé vers 14h30, mais j'avais déjà bloqué le numéro d'Élodie. Les appels provenaient de numéros inconnus que j'ai également ignorés. Finalement, vers 18h, Léa a appelé. « Adrien, qu'est-ce qui se passe, bordel ?» J'ai demandé le divorce. C'est assez clair, je pense. À cause de ce qui s'est passé à la fête. Elle ne le pensait pas comme ça, elle était juste stressée. Léa, je vais te dire une chose parce que tu as toujours été correcte avec moi. Élodie a une liaison avec Benoît Morel depuis 6 mois. Elle prévoyait de me quitter de toute façon. L'incident de la photo a juste accéléré mon calendrier. Silence. Puis. Comment sais-tu pour Benoît? Tu savais. Je me doutais qu'elle avait changé. Secrète, mais Adrien, je n'avais pas de preuves. Je ne voulais pas interférer dans votre couple sur de simples soupçons. J'apprécie cela. Mais j'ai les preuves maintenant. Photos, relevés financiers, tout ce qu'il me faut. Qu'est-ce que tu vas faire? Divorcer, protéger mes biens et passer à autre chose. Léa a soupiré. Elle va se battre, tu le sais. Qu'elle se batte. Elle perdra. Après avoir raccroché, j'ai repris le rapport de la détective. 200 pages de documentation. Des photos d'Élodie et Benoît, des relevés de SMS, et même des transactions financières montrant que Benoît payait pour les rendez-vous chez le coiffeur d'Élodie, sa nouvelle garde-robe, et même le photographe de son anniversaire. Ce dernier détail m'a fait rire. J'avais payé le lieu, le traiteur, l'alcool, mais Benoît avait payé Théo pour capturer le moment esthétique parfait d'Élodie. Le moment où elle m'a humilié devant 50 personnes pour avoir l'air plus belle à ses yeux. Le divorce est allé vite. Élodie a tenté de contester le contrat de séparation de biens, affirmant qu'il avait été signé sous la contrainte il y a 13 ans. Mon avocat a démoli cet argument en 15 minutes lors de la première médiation. Madame, vous étiez représentée par votre propre conseil lors de la signature. Vous avez négocié plusieurs clauses favorables. Il n'y a eu aucune contrainte. L'avocate d'Élodie a tenté un autre angle. Ma cliente mérite une compensation pour 13 ans de travail émotionnel, ayant soutenu la carrière de Monsieur Renard au détriment de la sienne. J'ai failli rire. Élodie avait toujours été plus focalisée sur sa carrière que sur la mienne. Mais mon avocat était prêt. Madame Renard entretient une relation extra-conjugale avec Benoît Morel, PDG de Morel Digital, depuis environ 6 mois. Voici les photographies et les preuves financières. Monsieur Renard a été plus que patient. Le visage d'Élodie est devenu livide. Son avocate a parcouru le dossier et a immédiatement demandé une suspension de séance. 30 minutes plus tard, elle est revenue avec une offre. Il voulait un accord à l'amiable. Élodie gardait la voiture, je gardais tout le reste. Pas de prestations compensatoires, une rupture nette. Et pour Benoît? Est-ce qu'il sait qu'elle essaie encore de me soutirer de l'argent? Mon avocat a souri. En fait, j'ai une information sur Monsieur Morel que vous pourriez trouver intéressante. Il ne divorce plus. Il s'est réconcilié avec sa femme il y a 2 mois. Ils ont même renouvelé leur VUX lors d'une cérémonie privée. Tout s'éclairait. Benoît avait utilisé Élodie de la même manière qu'elle avait essayé de m'utiliser. Il lui avait probablement tout promis sans jamais avoir l'intention de s'engager. Et maintenant, elle perdait son mariage, sa sécurité financière et son amant d'un seul coup. Dites-leur que j'accepte l'accord, ai-je dit. Mais j'ai une condition supplémentaire. Élodie doit annoncer sur ses réseaux sociaux que nous divorçons à cause de son infidélité. Une honnêteté totale, sans mise en scène. Juste la vérité.
Mon avocat a haussé un sourcil. C'est inhabituel. Se faire dire de sortir du cadre parce que son visage gâche l'esthétique l'est aussi. Elle a fini par accepter pour éviter un procès public dévastateur. 3 jours plus tard, elle a publié un texte simple, noir sur blanc, sans filtre. Adrien et moi divorçons. C'est entièrement ma faute. J'ai eu une liaison et j'ai trahi l'homme qui n'a été que bon pour moi pendant 13 ans. J'ai choisi mon ego plutôt que mon mariage, et j'en assume les conséquences. Le post a suscité des milliers de commentaires avant qu'elle ne les désactive. Sa marque soigneusement cultivée a été détruite en un instant de vérité. Léa m'a envoyé un message. Il a fallu du courage pour lui faire poster ça, mais c'était la bonne chose à faire. Elle ne va pas bien. Benoît l'a complètement larguée quand sa femme a tout appris. Elle va probablement perdre son job aussi, l'agence ne veut pas de ce scandale. J'ai ressenti un pincement au cœur, mais pas de la satisfaction. Juste le constat que les actes ont des conséquences. Dis-lui que j'espère qu'elle s'en sortira, ai-je répondu. 6 mois plus tard, j'ai croisé Élodie dans un café du centre-ville. Elle avait l'air différente, plus âgée, fatiguée. Elle portait un simple jean et un pull. Adrien, on peut parler? Nous nous sommes assis dans un coin. Elle a commandé un café noir. Pas de boisson sophistiquée avec du lait végétal et des suppléments. Juste un café. Je voulais m'excuser pour tout. La fête, la liaison, la façon dont je t'ai traité. D'accord. J'ai haussé les épaules. C'est fini, Élodie. Nous avons divorcé. Tu avances, j'avance. Es-tu heureux? Je le suis, effectivement. Et toi? Elle a ri amèrement. Non. Benoît ne répond plus à mes appels. J'ai perdu mon job. Je vis chez ma mère parce que j'ai dû vendre l'appartement. Me détestes-tu? J'ai réfléchi. Est-ce que je la détestais? Non. La haine demande de l'intérêt, et j'avais cessé de m'intéresser à elle la nuit où elle m'avait dit de sortir de la photo. Je ne te déteste pas, ai-je dit enfin. Je ne ressens simplement plus rien pour toi. Tu voulais que je sois invisible. Maintenant, je le suis. Du moins pour toi. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais je ne l'ai pas consolé. Ce n'était plus mon rôle. Je suis sorti du café. Le soleil lyonnais brillait. J'avais un rendez-vous avec un client potentiel dans 1 heure, un dîner avec quelqu'un que Marc m'avait présenté ce soir-là, et absolument aucun regret d'être sorti de cette photo. Parfois, la meilleure décision que l'on puisse prendre est de sortir du cadre et de continuer à marcher. De refuser d'être invisible dans sa propre vie. Je m'appelle Adrien Renard, et j'ai appris que ma valeur n'est pas déterminée par l'image que je renvoie dans le cadre de quelqu'un d'autre. Elle est déterminée par ce que je ressens quand je tiens debout, par moi-même. Et là tout de suite, je me sens sacrément bien. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si elle a résonné en vous, laissez un like, écrivez en commentaire ce qui vous a le plus touché et n'oubliez pas d'indiquer d'où vous venez. Abonnez-vous à la chaîne, de nombreuses autres histoires arrivent bientôt.